Bienvenue à la Minute Mentale des Carabins. Je m'appelle Laurence Blanchette et je suis conseillère en communication pour les Carabins et je serai votre animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Épisode dans lequel on va parler de flexibilité psychologique. Et on parle de flexibilité psychologique parce que c'est un élément clé de la préparation mentale qui nous permet de mieux faire face au stress, mais surtout de poursuivre nos objectifs, peu importe ce que la vie met sur notre chemin. Donc, pour comprendre exactement ce qu'on veut dire par flexibilité psychologique, pour en découvrir les bénéfices, mais aussi et surtout pour apprendre à la développer, je reçois la préparatrice mentale des Carabins et une psychologue de l'Université de Montréal. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à la Minute Mentale des Carabins. Alors, comme je vous le disais en intro, j'ai le plaisir d'être accompagnée par ma collègue, Sarah Brisson-Legault, préparatrice mentale des Carabins, mais aussi et surtout, et là je l'ai noté, responsable du programme de performance mentale, de bien-être et de développement personnel des Carabins. Allô, Sarah? Allô, Laurence. Et on a le plaisir ensemble de recevoir aujourd'hui une psychologue en soutien à l'apprentissage du service de la vie étudiante de l'Université de Montréal, Madame Josée Sabourin. Bonjour, Bonjour Josée. Laurence. Bonjour Bienvenue. Sarah. Bienvenue chez les Carabins. Merci. C'est le fun de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, on parle de flexibilité psychologique. Donc là, Josée, je vous regarde. Je ne vais pas vous le cacher, moi, quand je pense flexibilité, je pense yoga, je pense pilates, je pense transformer. Je sais que j'ai absolument pas rapport, mais donc, est-ce que ce serait possible d'avoir une définition, ou en tout cas, nous expliquer c'est quoi exactement la flexibilité psychologique? Bien, je trouve que c'est un bon exemple, parler de yoga, dans le fond. On va souvent se dire, hein, est-ce qu'on fait les exercices après, justement, de flexibilité, après des exercices concrets? Bien, avant, hein, vous savez, ce questionnement, avant, après, pendant. Bien, peut-être que la flexibilité psychologique, c'est un petit peu comme prendre le temps de faire cet exercice-là, c'est-à-dire, en fait, si on le transforme, ça va être de rester vraiment présent à ce qui est important pour soi, rester un peu connecté, dans le fond. On va préciser de façon un petit peu plus complète là, tout à l'heure, mais en étant connecté, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire ce qui est important pour soi. Alors, exemple, si on est dans une étude avant un examen, eh bien sûr qu'on pourrait être attiré par de la procrastination, n'est-ce pas? On connaît tous. Ben voyons! Quoi? De la procrastination? Non, je connais pas. Donc, ça serait de faire un choix qui va nous permettre de dire qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai besoin d'une pause ou est-ce que j'ai besoin de continuer à étudier, même si on ne se sent pas bien? Ça, c'est la petite différence avec la flexibilité. Hein? Mais remarque, on pourrait dire que des fois, on peut faire des exercices d'étirement puis ça peut faire mal. Oui, c'est ça. Mais ça fait du bien après. C'est ça. C'est un peu ce même principe-là. C'est-à-dire qu'on va garder un espace où est-ce que on continue pareil de faire ce qui est important pour soi, même s'il y a un certain inconfort. OK. Sarah, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? C'est la même chose dans tous les milieux, là, je pense au milieu du sport, là, bien sûr. Bien, effectivement, je peux me permettre un petit parallèle sportif, vu que c'est plus mon expertise, mais nous, on va souvent associer flexibilité sportive à la réponse aux distractions, parce que ce qu'on sait, c'est que le sport de haut niveau, comme dans la vie, il va y avoir des distractions, de l'adversité. Fait que la flexibilité psychologique, on va généralement l'associer à est-ce qu'on peut répondre en restant aligné avec qui on est dans des moments d'adversité, par exemple. Fait que très similaire, mais plus sportif. Oui, c'est ça, un petit peu plus précis dans notre domaine. Mais après ça, il y a une précision, j'imagine, à apporter dans chacun des domaines, chacun des industries. En discutant ensemble au moment de préparer le balado, vous, mesdames, les spécialistes, vous m'avez appris que la flexibilité psychologique s'inscrivait dans un modèle qui s'appelle l'ACT. Là, pour les moldus, là, commun des mortels, mettons, nous, moi, en quelques mots, ça veut dire quoi, ça, l'ACT? Là, je vous regarde, Josée. Oui, mais ça vient de l'anglais Acceptance and Commitment Therapy. Okay. Donc, ce qui veut dire thérapie d'acceptation et d'engagement. Et ça fait partie d'un courant de troisième vague là, en psychologie. C'est vraiment assez nouveau, je dirais. Là. Ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est très présent dans les formations, les moyens. Puis, je pense que ça parle beaucoup aux gens. Okay. C'est très, très intéressant, particulièrement en situation de stress de performance et surtout quand
on ne contrôle pas. Moi, c'est là que je trouve que l'acte amène vraiment une dimension complémentaire à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire notre résolution de problèmes, nos actions. L'acte amène, ouais, mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ça que ça répond. Puis, dans le fond, c'est quoi? La flexibilité psychologique, c'est comme un des piliers, outils de l'acte, c'est ça? Ça serait le but. Ça serait un peu comme si on souhaiterait, dans le fond, qu'avec l'approche, on devienne de plus en plus flexible psychologiquement, mais pas flexible pour être la personne la plus heureuse au monde ou la plus, comment je pourrais dire, formidable. C'est vraiment être flexible selon nos choix, selon ce qui est important pour soi. C'est pas la même chose. C'est être en alignement. Oui, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ça demande un questionnement sur pourquoi on fait les choses, c'est quoi le sens. Puis après, ça nous permet d'être encore plus nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant avec cette approche-là. Elle vise à être flexible pour qu'on puisse se dire, écoute, moi, je suis une personne qui a une certaine valeur, n'est-ce pas? Oui. Et qui a tout à fait le droit d'être qui je suis. Et oui, je vis dans une société, fait que je vais m'adapter, mais je vais vraiment mettre de l'avant ce qui est fondamental, dont mon unicité. OK. Voilà. OK, mon Dieu, ça résonne beaucoup. Puis quand je pense flexibilité, je pense bien sûr au contraire. Donc, on peut toujours retourner au yoga, là, mais je pense à rigidité. Je pense à ça plie pas. Est-ce qu'on a des exemples en lien? Pouvez-vous m'expliquer un peu, ou en tout cas dresser le portrait de un exemple qui faudrait être flexibilité versus rigidité? Une et l'autre, là? Bien, je peux commencer en faisant une petite parenthèse parce que, tu sais, souvent, en fait, les mécanismes, puis tu me corriges si je me trompe, Josée, mais les mécanismes qu'on observe souvent, je crois, autant en sport que dans la vie, qu'à l'école, qu'au travail, c'est quand il y a des facteurs de stress, généralement, du moins, moi, ce que j'observe vraiment souvent, c'est soit de l'évitement, ce qui ressemblerait à j'ai essayé de ne pas y penser. Fait que je suis stressée avant une présentation orale, avant un match, avant une compétition. Parfait. Qu'est-ce que tu as fait avec ton stress? Ah, je l'ai tassé, j'ai essayé de ne pas y penser. Ça, on l'observe vraiment souvent. Sinon, on observe aussi souvent ce qu'on appelle le combat, là, le fight, entre guillemets. Fait que pourquoi je suis stressée? Voyons donc, ça n'a pas rapport d'être stressée comme ça. Ou le stress pas. Tu sais, ça, on se le fait souvent dire. Calme tes nerfs, là. Ouais, calme-toi. Voyons, tu n'as pas rapport à être stressé. Ouais. OK. Puis généralement, ces deux mécanismes-là font grossir le stress ou grossir l'émotion. Puis d'où là apparaît un peu la rigidité, là. Ben, si je me trompe pas. Pas du tout. Puis effectivement, rigidité est à l'opposé de la flexibilité. Oui, parce que c'est l'impact de rigidité qui va nous permettre de savoir si on est rigide. C'est l'impact si c'est flexible, ça fonctionne. Donc, d'arriver à voir qu'est-ce qui me rend rigide. Et souvent, ce qu'on va faire, non seulement on évite, mais celle-là, on la connaît bien. Mais des fois, on est rigide parce qu'on est trop en train de travailler trop tard. On en fait un peu trop ou on en fait vraiment beaucoup trop. Donc, on va se surinvestir. Ça, je trouve que c'est très fréquent vis-à-vis de l'anxiété de performance. Donc, par exemple, si je prends un contexte pour un étudiant qui n'est pas nécessairement un athlète, là, mettons une préparation orale, une présentation orale, ça ressemblerait à quoi quelqu'un qu'on dit flexible versus quelqu'un qu'on dit rigide? La première chose, ça serait la première potentialité de rigidité, la plus fréquente, ça serait l'évitement, qui va être de dire « Ah non, moi, je ne peux pas le faire, tu sais, je ne le ferai pas ». Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison temporairement, mais c'est sûr que si c'est comme ça à chaque fois, on ne se donne pas l'occasion non plus de développer une manière de présenter oralement les choses selon son style à soi. Donc, première rigidité, c'est de l'éviter alors que c'est important pour soi de le faire. Et même qu'on n'a pas le choix parce qu'on est noté dessus. Voilà. Donc là, on se dit, OK, je vais le faire. Soit que je vais négocier avec mon prof pour essayer de ne pas le faire. Ouais. Si ça ne marche pas, c'est possible de faire une exposition. L'autre option de rigidité, c'est de travailler et de tout prévoir et même à la limite d'apprendre par cœur sa présentation orale pour justement ne pas avoir aucun échec possible. Et là, on est dans de la rigidité. Donc, de ne pas laisser place au hasard, c'est peut-être pas le bon mot, mais ne pas laisser place à ce qui pourrait se passer devant nous. Donc, genre la question d'un coéquipier ou l'intervention du prof qui veut ajouter à notre présentation dite
orale. Oui, puis ça va être aussi un peu comme si on ne se faisait pas confiance dans le fait qu'on était capable de trouver une solution sur le coup. Donc, dans la flexibilité, on revient avec nos forces. OK, je comprends. Puis, par exemple, dans le sport, ça ressemblerait à quoi? Si je prends le même modèle que Josée, Oui. rigidité dans l'évitement. Donc, je suis à un match, par exemple, de football, je suis sur le terrain, je fais une erreur, je reviens sur le bord des bancs, puis là, je me dis... j'ai fait une erreur, pense-y pas. Prochain jeu, puis là, j'ai plus le droit du tout de faire d'erreur. Tu sais. Ça, c'est pas bon? Bien, en fait, pense-y pas égale j'y pense plus. Fait que souvent, avant de se reconcentrer au jeu suivant, il y a une petite phase d'acceptation, justement, que probablement on viendra à parler plus tard, mais d'acceptation que, OK, j'ai fait une erreur, puis c'est correct, ça arrive de faire des erreurs. Puis ensuite, je peux me reconcentrer sur le jeu suivant, puis rediriger mon attention. Mais généralement, eux ou elles, leur première étape, c'est, entre guillemets, next play. Prochain jeu, pense-y pas. Puis le pense-y pas égale, tu sais, le classique qu'on entend, « Hey, Laurence, pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe? » Pense à l'éléphant rose. Exactement. Oui. Fait que ça, c'est une forme d'évitement, rigidité. Et l'autre rigidité, exemple, si je prends un exemple aussi sportif, j'ai une blessure. Je reviens d'une blessure, j'ai le sentiment d'avoir du retard et donc, au lieu de suivre le plan de retour au jeu, je mets environ 3 fois plus d'heures à aller au gym et à m'entraîner pour essayer de revenir plus rapidement que le processus qui est suggéré. Et généralement, ça résulte en quoi? Je ne veux pas être défaitiste, mais je me reblesse ou finalement, je retarde mon retour au jeu. Fait que ça, on est dans l'exemple un peu plus de surcompensation puis d'en faire plus. Fait qu'encore une fois, pas aligné avec qui je suis et ce qui est suggéré de faire. T'sais. C'est comme moi, quand vous me donnez vos exemples, c'est comme si j'entends, puis là, peut-être que je me trompe, je ne suis pas psychologue ou préparatrice mentale, mais c'est comme si j'entends un peu flexibilité égale patience. Patience, comme ce que tu viens de dire dans un retour au jeu parce que blessure, mais aussi patience et confiance. On a les moyens, on peut prendre le temps, on peut se tromper, ça va venir. C'est comme, tu peux te retourner à gauche, tu peux te retourner à droite. À un moment donné, tu vas arriver à ton objectif. Oui, moi, j'aime beaucoup cet exemple-là. Par exemple, ça serait un peu de garder la position d'apprenant. Tu sais, la position d'apprentissage, c'est apprendre. On peut dire même qu'on apprend tout au long de la vie. Si on le voit comme ça, on est dans la courbe d'apprentissage à un moment X. Est-ce que je suis au début? Est-ce que je suis dans le milieu? Ou est-ce que je me sens vraiment vers le raffinement de la fin de ce que j'ai développé? Exemple, dans la préparation d'un examen ou à la fin d'un cours ou en sport aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant de se dire, je suis en train d'apprendre. Alors là, il y a place à l'erreur, mais il y a place aussi à tout ce que j'ai développé comme compétences. Ils sont à côté. C'est un peu comme toujours voir le verre vide. Ça, notre cerveau est très habile à nous rappeler de ne pas l'oublier, mais c'est un peu comme de voir le verre vide et le verre plein en même temps. OK. La flexibilité. Puis là, je vous pose une colle parce que là, vous dites ça, puis il me vient à l'esprit le « fake it till you make it ». Je suis champ gauche, là, mais c'est qu'on dirait que je me dis, moi, on m'a tellement dit quand j'étais étudiante, puis après ça, même sur le marché du travail, puis etc., fake it till you make it, puis ça va arriver. Mais est-ce que, dans le fond, l'idéal, puis là, on parle de préparation mentale, bien sûr, là, puis de faire face au stress, puis de la vie, etc., est-ce que l'idéal, c'est pas de, au contraire, on fake pas it, on essaye de se préparer, puis on reste humble, puis comme ce que vous dites, ouvert à... J'y vais? Vas-y, J'y Sarah. vais? Parfait. Oui. J'adore ta question. Puis ça vient me... Ça vient me chercher, oui, c'est ça. C'est parce que là, je sais, Laurence, que tu n'aimeras pas ma réponse du tout, mais les gens espèrent un comme « oui, ça marche » ou « non, ça marche pas ». Puis bon, c'est pas exactement très tout complexe. le temps ça. Ouais, c'est ça. Puis il existe toujours des nuances, puis je vais essayer de la faire au meilleur de mes capacités. Josée, tu me complètes si jamais, mais... En fait, c'est que ça coexiste. Je suis d'accord qu'il y a des bénéfices à entretenir, exemple, un narratif ou un discours interne qui est quelque chose de positif par moment quand il y a de l'adversité, etc. Mais je suis aussi d'accord que si le fake it till you make it veut dire faire abstraction de ses émotions et ne pas se laisser les vivre ou ne pas les observer, ça devient débilitant. Ça marche pas. Okay. Donc, est-ce qu'on peut faire cohabiter? OK, je prends conscience de mon état interne, comment je me sens, je fais un petit scan corporel, j'adresse mes émotions, puis je décide consciemment, en étant alignée avec qui je suis et mes valeurs, de comment je veux répondre à ça.
Puis si ça l'implique d'être dans le positivisme ou de voir la situation comme étant un défi, puis d'entretenir un narratif qui est un peu plus optimal, puis que c'est un choix conscient, bien là, je trouve qu'on réussit à être un petit peu du côté fake it till you make it, parce que les émotions, c'est pas positif en ce moment, mettons. Puis on décide quand même de l'être. Mais j'ai quand même offert de l'espace ou du temps pour adresser, observer comment je me sentais. Fait qu'on n'est pas dans juste fake it till you make it, mes émotions n'ont pas de place, mais on n'est pas non plus dans juste je reste dans l'émotion difficile et je rumine ça sans arrêt. Tu sais. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est très, très bien expliqué. L'intérieur, comment, dans le fond, on va se sentir. Oui. C'est que le problème avec ça, c'est que rapidement, on va se dire, je devrais pas me sentir comme ça. Je devrais être vraiment comme, on ne sait pas qui, là, on les cherche, ces personnes. Toutes ces personnes parfaites, bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, voilà. C'est ça qui lance ce genre de message-là. Donc, tu sais, l'humour va nous aider d'ailleurs beaucoup à être capable de voir que, ben oui, finalement, on est imparfait et tout ça. Fait que c'est vraiment laisser de l'espace à cette dimension-là qui va permettre de dire oui, puis savoir, dans la vie émotionnelle, sincèrement, a-t-on appris vraiment à composer avec cette vie-là? En tout cas, moi, pas dans ma période de vie, là. Ma génération non plus, etc. Donc, c'est quelque chose qui demeure un défi actuellement aussi. C'est un peu nouveau qu'on s'intéresse à ça, mais c'est tellement intéressant de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je ressens? Puis finalement, c'est pas si inaccessible. C'est très accessible parce qu'il se passe quelque chose simplement dans le corps. Donc, souvent, ça va être, qu'est-ce que je ressens, puis c'est où? Et puis, voilà, le fameux scan corporel et qui permet de dire, OK, ça, c'est ce que je ressens présentement. Et en même temps que je le ressens, donc, je me valide. Ah, OK, c'est normal. Je suis une personne étudiante qui veut beaucoup, qui met énormément d'énergie dans ce que je fais. Donc, oui, c'est normal de sentir du stress et de l'anxiété. Puis donc, quelqu'un qui, là, on parle de scan corporel, fait que quelqu'un, par exemple, qui dit, OK, parfait, moi, je vais essayer de m'attraper dans un moment X. Donc, mettons, moi, j'anime un balado, j'arrive, là, je suis un peu stressée, puis là, je me sens inconfortable, quelque chose, mais en même temps, j'ai vous qui êtes là, j'ai des gens, mes collègues à la technique, etc. C'est quoi le meilleur moment pour cette espèce de petit check-in, là, cette espèce de reconnexion? Comment on fait concrètement un petit truc pour les gens qui nous écoutent? Puis ça se peut que ce soit pas la bonne réponse, mais moi, j'ai tendance à le suggérer, pas trop coller sur le moment de la performance. Okay. Exemple, j'ai une présentation orale ou un match compétition ou, exemple, j'anime un balado. Je ne ferai pas mon scan puis de ma prise de conscience les 30 secondes avant la performance, parce que là, il va y avoir justement un spotlight ou une lumière mis en gros sur, exemple, mon émotion de stress ou de nervosité. Je trouve qu'il y a des bénéfices à adresser ces émotions-là un petit peu préalablement à la performance, fait qu'on peut le décoller le plus possible. Exemple, je vais faire un exemple sportif, peut-être que tu pourras compléter, mais exemple, une joueuse de hockey, je vais te suggérer de faire un petit peu de, entre guillemets, journaling ou d'écriture de ses émotions, souvent le matin d'un match. Fait que si le match est à 14 heures, réveil, manger, déjeuner, relax, j'ai un petit moment à moi-même, je journal sur comment je me sens par rapport au match. Ça permet d'adresser les émotions qui s'en viennent. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir d'autres émotions qui vont réapparaître au courant de la journée ou plus le match approche, si on veut. Mais au moins, il y aura une partie du travail qui aura été fait déjà. Fait que là, l'émotion va un peu moins faire un effet de uppercut au visage là, quand le match, finalement, dit arrive. OK. Puis, Josée, avez-vous un exemple peut-être par rapport à ça dans... Oui, bien, une présentation orale, hein, c'est une des situations les plus stressantes comme étudiant. Là, je pense que c'est extrêmement élevé en général pour la majorité des gens. Donc, c'est sûr que si on connecte juste avant la présentation orale, on va ressentir l'anxiété fortement. Haut niveau. Donc, c'est vraiment, ça peut être un peu déstabilisant. Alors que si on fait un peu comme cette idée de push-up, dans le fond, qu'on pourrait faire, mais de façon quotidienne, assez fréquemment, mais pas long, vraiment pas long. Juste un mini check-in, 1 minute, connecté. Quand on ne vit pas un stress important, on développe cette habitude-là. Alors, quand on vit un stress important, déjà qu'on est habitué d'en faire, ça peut peut-être avoir l'effet de diminuer, mais avec l'acte, on ne cherche pas à diminuer absolument l'inconfort. On veut plus vivre avec.
être avec soi. Parce qu'on peut pas l'éviter, en fait. L'inconfort va arriver, qu'on soit étudiante ou Fait que recteur. si sur le coup, ça amène un peu plus d'anxiété, on a peut-être d'autres outils là, qui peuvent être intéressants à développer, comme rester dans sa bulle avant un examen, pas aller jaser avec le monde pour dire « tu étudié telle chose Parce que dès que quelqu'un dit « j'ai pas fait ça », pouf, l'anxiété part. Tu sais, on est facilement stressés, les humains. Ça fait partie de notre base. Là. Mais on en parle, on dirait que ça me stresse. Puis, tu sais, je fais un parallèle, mais quand tu dis ce n'est pas nécessairement de diminuer l'émotion, mais plutôt de vivre avec, je pense tout de suite à acceptation. Oui. Qui est comme un concept qu'on dit souvent passif. Oui. Bien, en fait, tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que j'allais te lancer là-dessus. Je sais pas. Parce que pour moi, l'acceptation, c'est genre, je suis fâchée. Bon, ben, j'accepte que je suis fâchée. mais dites-moi plus, tu sais, comme... Oui, c'est tellement difficile à mettre en mots, puis peut-être, Josée, tu seras meilleure que moi, mais en fait, moi, je travaille avec l'acceptation comme étant quasiment la réponse à une bonne régulation d'émotions. Puis encore une fois, on ne cherche pas à la faire diminuer. Ceci étant dit, je pense que quelqu'un qui est habile à accepter ses émotions, fait que, mettons, je suis vraiment, vraiment déçue ou vraiment fâchée à cause d'une performance qui s'est mal passée. Quand je réussis à avoir un petit discours envers moi-même qui ressemble à « Hey, mais c'est normal, je suis fâchée, c'était super important pour moi, puis je suis humaine, puis tout le monde a des émotions comme ça », automatiquement, on dirait que ça vient quand même enlever une espèce de poids sur les épaules. Fait que je dis pas que l'émotion va grandement diminuer ou même disparaître, loin de là, mais je pense que ça fait quand même une bonne job de comme « Ah, OK », tu sais. Oui, parce que tout à fait, Sarah. Moi aussi, j'ai cette manière-là de la voir. C'est un peu reconnaître la réalité. Elle est là, l'émotion, c'est une réalité. Donc, si on reconnaît cette réalité-là, au lieu de se dire « Non, 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 ce serait mieux que je ne l'ai pas », bien là, on n'est pas tout à fait en train de reconnaître la réalité. Donc, la nommer comme tel, le pouvoir des mots, c'est reconnaître la réalité. Des mots peut-être un peu plus nuancés, mais c'est pas toujours eux qui apparaissent en premier. Là, on s'en va rapidement dans le langage là, qui est « je devrais pas » ou toutes sortes de phrases qui font que... Oui, il faudrait que je ressente pas ça et tout ça. Mais si on fait juste la reconnaître, eh bien, écoute, je me sens... Même si je sais pas exactement comment je me sens, je sais pas comment je me sens. Ça peut être ça. C'est vraiment reconnaître la réalité telle qu'elle est, un peu comme on le ferait pour un bon ami. Un collègue qui nous dirait « Écoute, moi, je suis tellement stressée avant une présentation orale. » On ne va pas lui dire « Ben voyons donc, pourquoi tu es stressée? » Alors qu'on se le dit à nous-mêmes. Des fois! On l'entend souvent. Ou tu sais, comme en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, la validation, la survalidation, je sais pas c'est quoi le bon mot scientifique, là, mais ben voyons, pourquoi tu stresses? T'es tellement bonne, t'es tellement... Tu sais, comme invalider, mais à la positive. Fait que ça, idéalement, on va pas vers ça. Bien, pour vrai, j'ai envie de dire que je veux pas comme dire que tout le monde réagit mal à ça. Personnellement, moi, c'est pas comme quelque chose que j'aime recevoir, en toute honnêteté, parce que souvent, la personne qui communique son émotion, qui fait son travail de nommer ou d'identifier, hey, je me sens stressée, j'ai une présentation orale, par exemple, bien, assez déjà que c'est pas rationnel. Les émotions ne sont pas rationnelles, tu sais, la plupart du temps. Donc, que quelqu'un vienne me rappeler de pas stresser, je trouve que c'est un peu... en fait, ça sert à rien. En fait, si tu pouvais ne pas stresser, tu stresserais pas. Je stresserais pas, exactement. Ouais, puis voilà. les émotions sont pas 100% sous notre contrôle. Elles viennent, elles repartent, puis c'est bien correct. C'est pas la fin du monde, mais le stress pas, c'est un peu comme l'éléphant rose de tantôt. Là, c'est comme un peu inutile comme commentaire. Je suis un peu rigide en ce moment. Mais c'est une position. Mais des valeurs. C'est ça. Je suis alignée avec mes valeurs. Je viens plus d'un monde où est-ce qu'on peut accueillir ça? Est-ce qu'on peut soit essayer de comprendre si on a déjà vécu une situation similaire ou est-ce qu'on peut juste entendre ou accueillir l'émotion? Puis déjà, ça vient faire une petite job parce que ça a été discuté, ça a été parlé, l'émotion est adressée, puis on n'invalide pas justement, comme tu dis, l'autre personne en question, tu sais, qui vit une émotion. Tu sais, cette acceptation-là, est-ce que ça vaut aussi, bien, vous allez me dire oui, mais j'aimerais ça qu'on en parle, est-ce que ça vaut aussi pour, tu sais, nos leaders? Fait que, tu sais, par exemple, dans des équipes, nos vétérans, puis, par exemple, un professeur ou tu sais, des gens qui sont en position de leadership, en position de commande, en position d'autorité,
je sais que parfois, même moi, je vais vite dans... Bien, si moi, je représente le leader d'un groupe de travail X ou d'un YZ, bien, faut pas que je laisse place à ou la zone grise ou la faiblesse. Je sais là, que ça se déconstruit, mais on a entendu beaucoup ça par le passé. Fait que, est-ce que ce qu'on vient de parler là, ça prévaut aussi pour ces gens-là en position de leadership? Oui, bien, en fait, moi, j'aime bien remplacer le mot acceptation par ouverture. OK. Ouverture à l'autre. Donc, il y a quelque chose de, je le connais peut-être pas, moi, je sais pas si je vis exactement la même chose, mais je vais être ouvert à ce que la personne me dit. Elle l'utilise. Donc, quand on est leader, on va créer le pont toujours, on essaie toujours de créer l'ambiance, on est préoccupé par les résultats. C'est un peu comme être en équilibre entre la critique et la bienveillance. OK. Alors, exigence et bienveillance, pour moi, là, puis ça, je suis certaine de... Sarah, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Ça va de pair. OK. Ça va de pair. En fait, plus on vit de malaise et d'inconfort, plus on va avoir besoin de bienveillance, mais plus on est exigeant, plus on va avoir besoin de bienveillance aussi. Okay. Alors, on a souvent l'impression que c'est comme de la faiblesse ou on serait trop doux avec nous, tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sarah? Oh mon Dieu, je pourrais partir pendant 2 heures sur ce sujet-là. J'ai des bonnes questions, il faut le dire. Bien, absolument, Laurence. Puis, il existe un autre courant qu'on n'a pas parlé, puis je comprends qu'on ne fera pas le descriptif de ça aujourd'hui, mais ce qu'on dit CBT, là, le Cognitive Behavioral, je le prononce mal, pardon, mais qui est un courant où est-ce que justement on suggère un peu plus aux gens des prises de perspectives différentes, de, entre guillemets, reframer des situations, prendre des positions, etc. Puis c'est un peu plus sous forme de solutions ou de changement de perspective. Puis, pour moi, encore une fois, le meilleur des mondes, c'est de faire coexister les deux. Fait que pour répondre à ta question de leadership, effectivement, qu'un bon leader est capable de faire, exemple, changer de position quelqu'un ou de faire suivre ses troupes derrière ses valeurs à lui puis d'être exigeant, par exemple. Mais ce leader-là va surtout et aussi être capable d'être ouvert d'esprit, d'être curieux envers l'autre personne. Puis là, je finis avec ça, puis c'est tellement, tellement important puis tellement difficile à faire pour tous les humains sur toute la planète Terre, mais on a chacun notre bagage. Tout le monde a un bagage, tout le monde a une expérience, un passé. Et donc, bien sûr qu'il y a plein de trucs que je vais entendre que les gens alentour de moi vont me dire qui ne feront pas de sens pour moi si je regarde ça, ces expériences-là ou ce discours-là de l'autre avec mes lunettes. Ça se peut que pour moi, ça soit complètement ridicule comme émotion. Comme cette même personne-là, ça se peut que moi, quelque chose que je vive soit complètement ridicule pour elle aussi parce qu'on n'a pas le même passé. Tout le monde a un bagage différent. Fait que c'est extrêmement difficile. Puis ça demande vraiment d'être connecté, tu sais, de réussir à écouter quelqu'un sans projeter sa propre expérience dessus, puis juste l'écouter puis l'accueillir. Puis c'est tellement tough. Je pense qu'on a de la misère, beaucoup les humains, avec ça. Mais juste d'être capable de se rappeler que toutes les émotions sont valides, puis de les accueillir, ça fait déjà une belle partie de la job. Puis ensuite, si tu es dans un rôle de leader, une fois que tu as accueilli les émotions, tu as été curieux, ouvert, puis que tu as envie de challenger ça avec de l'empathie, puis bien fait, puis de peut-être proposer d'autres perspectives, là, tu peux le faire. Mais pour moi, l'étape 1, c'est toujours l'accueil puis la curiosité avant d'être dans l'exigence puis de dire « ben non, franchement, pense pas comme ça ou fais pas ça. Nous, c'est comme ça qu'on fait. » Ça manque un peu d'ouverture à l'autre. Oui, c'est ça, ça manque de chaleur. Ouais. Puis, je reviens à la flexibilité psychologique, puis c'est là-dessus qu'on va finir. Si vous aviez, pour les gens qui nous écoutent, 2 trucs à offrir concrets, là, on en a nommé plusieurs, là, on a nommé plein d'exemples, mais 2 trucs concrets, peut-être un truc pour quelqu'un solo, puis peut-être même un truc qui peut servir dans des situations de groupe, dans un groupe de travail ou peu importe, là, étudiants et autres. Si on pouvait donner 2 trucs concrets, bien, vous pouvez en donner 3, mais ce seraient lesquels? Bien, moi, le premier truc que j'aime le plus, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que je peux faire dans la situation? Parce qu'on se souvient que l'acte va être intéressant dans les situations où on ne sait plus quoi faire. Ouais. Mais pourquoi on ne sait plus quoi? Notre cerveau se dit, mais ça, je ne peux pas faire ça. Ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je n'ai pas de contrôle sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand je vais être en présentation orale. Si je fais une erreur dans un match, exemple, je n'ai pas de contrôle sur ce que les gens vont penser. Donc, notre cerveau va toujours nous amener là. Alors, mais qu'est-ce que je peux faire dans la situation? Et la question la plus rassembleuse pour moi je retrouve mon pouvoir d'action et je choisis quelque chose. Donc, ça, c'est le premier truc. Je peux faire quoi? Bien, je peux peut-être, je suis juste avant la présentation orale, je peux peut-être me retrouver juste un petit 5 minutes dans ma bulle, écouter de la musique. Ça, c'est moi. Et puis, on va tester ce qu'on aime, des différents trucs, puis on garde les nôtres. Okay. Donc, si, par exemple, moi, c'est la musique, il y en a d'autres, ça va être des bruits blancs, il y en a que ça ne sera pas de musique, on développe ce qu'on peut faire à partir de qui on est. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, ça serait la première idée. Moi, j'essaie souvent de créer un espace entre l'émotion et mon action qui va suivre, parce que souvent, ce qu'on veut éviter, c'est justement une réaction qui est impulsive, qui serait quand même normale parce qu'évidemment, on vit une émotion. Donc, en monde sportif, une des façons de créer un espace, c'est vraiment, vraiment juste de faire une petite respiration. Puis j'utilise cet exemple-là parce qu'on le fait vraiment beaucoup au carabin, mais les gars de football vont rire, mais on fait un 4-4-4 qui prend, ça le dit, 12 secondes. Puis ces 12 secondes-là permet juste une espèce de... Je mets mon esprit concentré ou... locked in. Je mets mon esprit sur ma respiration pour 12 secondes en comptant. Ça me permet un petit espace. Puis ensuite, je décide. Et donc là, la question de Josée apparaît. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Fait que je trouve que c'est important l'espace entre l'émotion et l'action parce que sinon, c'est une réaction et là, c'est ça qu'on veut éviter, tu sais. Fait que ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Puis la respiration, pourquoi? Bien, parce que, un, c'est dans le moment présent. Donc, quand je respire, c'est ici, maintenant. Puis, deux, aussi parce que, généralement, une émotion va venir avec peut-être des tensions physiologiques dans le corps. Fait que ça vient aussi adoucir ça un petit peu. OK. Puis, mettons qu'on est dans une situation de groupe. Y a-t-il des choses qu'on peut faire de plus ou ça, selon vous, mesdames, c'est vraiment comme le point de départ qu'on soit à 5, à 10, à 100 là, sur un terrain ou seul? Bien, je peux y aller, puis Josée, je te laisserai finir, mais il existe plein de trucs, plein d'outils en préparation mentale qui aident la flexibilité psychologique. Exemple, faire une visualisation de groupe. Nous, on en fait souvent, où est-ce que j'ai demandé aux athlètes de visualiser des défis potentiels ou de l'adversité, puis de se voir répondre à ça de façon optimale et alignée et flexible. Fait que ça, c'est comme si le cerveau il est encore plus préparé si ces défis-là arrivent sur le terrain. Exemple, tu es dans un stade où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui crient contre ton équipe, puis de visualiser ça et de te voir être vraiment un peu inébranlable, de voir la distraction, de l'observer à la troisième personne, mais sans nécessairement sauter dedans, tu sais, ou être affecté par ça. Fait que le cerveau, si la dite distraction se passe effectivement dans le vrai match et non pas dans les images mentales qu'on a même nous-mêmes créées, va être beaucoup plus prêt, le cerveau, à répondre à ce genre de distraction-là, donc beaucoup plus flexible. Et ça, c'est un outil de groupe que moi, j'aime utiliser. Puis sinon, d'avoir aussi un petit ancrage, comme on appelle, puis on en a parlé dans des minutes mentales, mais d'avoir quelque chose de planifié s'il y a des distractions qui se passent. Fait que j'ai des équipes que c'est des signes, j'ai d'autres équipes qui vont juste avoir un petit discours entre eux, vont se réunir, vont se rappeler des intentions, mais d'avoir quelque chose qui est déjà planifié en amont, puis qu'on sait qu'on veut faire s'il y a des distractions qui arrivent, va nous permettre de mieux répondre parce que c'est déjà réfléchi et donc on ne laisse pas juste le cerveau décider dans l'émotion et dans l'adversité comment il veut réagir parce que généralement, malheureusement, on répond souvent avec de l'autocritique ou des trucs un peu moins optimaux. OK. Josie, aviez-vous quelque chose à ajouter à Oui, bien, notre exemples-là? façon de nous parler, notre rapport à nous-mêmes va influencer le rapport qu'on a à l'autre. Donc, on travaille d'un côté ou de l'autre, ça a une influence aussi. Alors, les mots qu'on va choisir vont définir le lien. Et ce qu'on souhaite, c'est nous, on a besoin de se voir, de se percevoir ou d'être vu dans notre globalité. Okay. Pour ça, je parlais du verre vide et du verre plein tout à l'heure. Donc, on a aussi besoin de voir les autres dans leur globalité. Alors ça veut dire que quand ils font des erreurs, on peut les voir en comme eux globalement.
Oui, il y a eu une erreur. Il y a eu une passe qui ne s'est pas donnée, où j'ai fait un travail en équipe, puis ça n'a pas bien été avec un coéquipier pour un travail à l'université. Mais la personne n'est pas que ce qui a été vécu là et ce qui a été vu. Donc, de se garder cette idée, de s'habituer à se voir de façon plus globale, ça fait en sorte que quand on se parle, notre discours change. On a un peu plus un bon allié avec nous-mêmes, puis un bon allié avec les autres, parce qu'on leur permet, eux autres aussi, de faire des erreurs. On est meilleurs, hein, non, avec les autres qu'avec nous-mêmes? Oui. Mon Dieu. Ben, en tout cas, en général, là, quoi qu'il y en a qui, c'est ça, qui ont peut-être plus tendance au contraire, mais je pense que c'est plus simple de voir les autres aller. Ça, c'est un autre truc, se demander si c'était mon bon collègue, mon bon ami, qu'est-ce que je pourrais dire. Alors, c'est un autre des trucs qui fait qu'on a juste après à faire un transfert de compétences. Là. Tout ça, c'est accessible. Là. On peut commencer à se parler de façon sympa assez rapidement. Comme on voudrait se faire parler. Oui. Finalement. C'est là-dessus qu'on conclut. Merci beaucoup pour votre partage, mesdames. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je suis certaine, en fait, j'espère que ça va servir à plusieurs étudiants du campus et même d'ailleurs. Aux gens qui nous écoutent, on va ajouter de l'information sur la flexibilité psychologique parce que c'est de ça qu'on parlait. On a parlé de beaucoup de choses, mais bref, ça rentre là-dedans, dans la description du balado. Et ça va inclure d'ailleurs, sous peu s'il n'est pas déjà là, mais ça va inclure un lien d'un autre épisode sur le même sujet, mais cette fois-ci qu'on a fait avec un étudiant qui va partager son expérience en lien avec donc la dite flexibilité psychologique. Donc, sur ce, mesdames, merci encore et à la prochaine!